Bonjour DJ, tu es donc le promoteur de la fédération, la CZW. Tu es également le promoteur d'une fédération féminine. Tu vas nous en parler un peu plus tard là. Premièrement, qu'est-ce que ça te fait d'être dans un beau canapé rose? C'est marrant parce que j'avais même pas remarqué en fait, avant que tu ne le dises, mais non, ça me va, ça me convient. Ok. Tu peux nous parler un petit peu plus de ton rôle au sein de cette fédération, la CZW? Je suis le propriétaire, chef des opérations, le PDG comme on dit, de la CZW Combat Zone Wrestling, mais également de la WSU, la Women's Superstar Uncensored. Et après également, j'ai des dojos d'entraînement. Je suis l'alpha et l'oméga en fait dans ces compagnies. Je vais entendre par là qu'en fait, je suis le gars par qui passent toutes les décisions ici. Et c'est également valable sur les shows. En fait, les talents ne font jamais quelque chose dont je ne suis pas au courant, que je n'ai pas décidé ou à la rigueur où je n'ai pas mis ma petite touche personnelle. Et c'est quoi un peu les challenges de tous les jours, les défis de tous les jours pour mener cette barque, qui est une grosse barque, c'est une grosse structure, la CZW. C'est quoi un peu les challenges à relever quotidiennement pour tenir ça? Waouh, à vrai dire, tous les jours sont des challenges en fait. Mais je dirais qu'en fait, le plus gros challenge en fait, c'est grandir avec le temps. Mais si on reprend mon cas, je dirais que le succès en fait dépend avant tout de la personne. Il y a des promoteurs qui font les choses bien, mais sont dans des petites structures. On peut se contenter de ça, mais moi personnellement, j'avais pas envie de faire ça justement. Je voulais être aussi important que je le suis aujourd'hui. Et ça avant tout parce que j'aime le challenge et vous savez, j'aime me battre en fait et faire le meilleur de ce que je peux. Mais au final, on peut dire qu'il y a beaucoup de challenges. Il y a aussi la façon dont on va surmonter les critiques et les moqueries des fans qui en veulent toujours plus, plus et plus. Et au final, on trouve toujours des solutions. La CZW est une compagnie qui a une bonne réputation. C'est une compagnie qui est bien reconnue en fait aujourd'hui et ça repose essentiellement en fait sur moi. En fait, on ne peut pas vraiment dire que j'ai un véritable travail. Je n'ai pas tout un fan club avec des supporters par exemple. Et c'est ça en fait qui est un véritable challenge parce qu'on se dit comment toujours faire mieux en fait avec tous ces contraintes. En fait, c'est juste un challenge en soi de promouvoir tout ça. En fait, quand vous essayez d'atteindre le maximum de personnes avec des ressources assez limitées, c'est un vrai challenge en soi. Et par-dessus tout ça aussi, il faut gérer les égos. Puis derrière, il y a la construction des storylines, l'écriture, la création. Puis il y a le business, tout ça, ça interfère ensemble. Donc au final, on se doit d'être cette personne capable de coordonner toutes ces choses. Et c'est ce que je fais 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Même ici, par exemple, vous voyez, j'ai toujours mon téléphone sur moi. Et je sais que s'il sonne, je me dois de répondre. Et en soi, c'est quelque chose qui me rattache tout le temps à mon travail. Donc, tu as racheté la CZW au premier créateur qui s'appelle John Zending. Tu peux nous dire pourquoi tu as racheté cette fédération? Pour moi, à l'époque, on pourrait dire que j'ai déjà fait pas mal d'erreurs. Et plus particulièrement justement dans le catch. Et avec la WWE entre autres. Et c'était au moment où ma carrière allait décoller. Et en vieillissant, j'ai réalisé avant tout en fait que j'adorais le catch. Et je me suis dit, c'est ce que je veux faire de ma vie. Et j'avais au début comme idée de commencer avec quelque chose de petit pour essayer en fait de partir de zéro. Mais la CZW, c'était ma maison, c'était mes amis, ma famille, une compagnie qui était déjà bien vue. Donc pour moi, en fait, ça avait plus de sens de la racheter. Alors, comment ça a pu arriver, ça, c'est une toute autre histoire. Car auparavant, j'ai fait énormément de choses. En fait, j'étais dans le monde du commerce et des affaires. Et avec Dending, en fait, on avait fait le Tournament of Death 9. Et c'est l'un des plus gros shows de la CZW. Et c'était la première fois qu'on faisait un show dans la propriété de ma famille.
Et John Zending avait tout planifié depuis des semaines en ce qui s'agit de la location de la salle, etc. Et tout est tombé à l'eau juste une semaine avant l'événement. Et j'ai voulu sauver le truc pour faire en sorte que ça ait lieu. Et il est venu vers moi et il m'a dit « Tu ferais vraiment un bon promoteur en fait ». Du coup, ça m'a fait réfléchir sur tout ça. Et on était dans une période où il commençait à se lasser de tout ça en fait. Il commençait à prendre de l'âge, et il a des enfants, il avait une famille de fonder et il était à une période où les priorités en fait n'étaient plus les mêmes qu'au début de la CZW. Et je pense qu'il se disait, hey, en fait, ce gars-là là-bas, il pourrait prolonger en fait mon rêve que j'avais au départ. Il était comme un mentor pour moi, il m'a montré comment faire et du coup ça avait du sens pour moi donc de racheter la CZW à l'époque. Ça avait du sens car c'était un business qui était déjà bien établi, il était connu internationalement, on vend des DVD, les fans nous connaissent à travers le monde et il n'y avait pas besoin de se battre pour générer ce qu'on génère aujourd'hui. Et en ce qui concerne les propriétés de la compagnie, donc le ring, tout ça, c'était déjà présent. Il y avait juste besoin en fait de démarcher pour faire en sorte que les shows aient lieu et voilà. Alors au début, c'était un peu étrange comme processus. Et la raison aussi pour laquelle j'ai racheté la CZW, c'est parce qu'à l'époque, j'ai eu une conversation avec ma petite amie, qui est aujourd'hui ma femme, et ma famille. Et je lui ai dit, c'est ce que je veux faire pour tout le restant de ma vie. C'est ce que j'aime faire. Et ma famille est venue m'aider pour construire tout ça. Pour vous dire, la maison de ma grand-mère était mon héritage et je l'ai vendue juste pour acheter la compagnie. Donc voilà ce que j'ai fait et voilà où on en est maintenant, plusieurs années après. Et j'espère que les choses continueront d'évoluer dans le bon sens, en continuant de tester de nouvelles choses tous les jours. Comment ça t'est venu, cette envie de devenir catcheur? Et puis, quelle était ta gimmick? Alors tout d'abord, j'ai commencé le catch, donc qui est ma passion, dès vraiment le plus jeune âge. Et je raconte cette histoire souvent. Quand j'avais 5 ans, mon père m'a emmené à mon tout premier show de la WWF. Et Hulk Hogan catchait contre Greg Valentine durant le main event. Et vous savez, c'était la période où le Hulkamania en fait était né en 1983. Et c'était particulier, c'était au Spectrum de Philadelphie. Et on avait obtenu des premiers rangs. Et c'était quelque chose d'assez fou pour ma famille car on n'est pas vraiment riche chez nous. Donc il y avait moi, mon père et mon oncle. Et quand Hulk Hogan a gagné, il a commencé à faire ses poses à la fin de son match. Et à ce moment-là, il faut se dire aussi que j'étais un enfant. Et je criais tout ce que je pouvais en fait à la fin de son match. Puis à la fin de son match, on s'est dirigé dans un espèce de grand hall, un peu au milieu de nulle part, et il y avait un garde de sécurité. Puis on est rentré au niveau des backstage et j'ai entendu cette grosse voix qui venait du fond et qui disait « Homer », donc qui est le nom de mon père. Et mon père appelle cette même personne Terry, qui est donc le vrai nom de Hulk Hogan. Et à ce moment-là, il dit « Ah, c'est ton gamin » et il me voit et il me prend d'une seule main pour me mettre sur son épaule. Et à partir de ce moment-là, j'ai regardé autant de catch que je pouvais. Et puis, j'étais aussi ce genre de gamin qui s'abonnait à beaucoup de magazines à propos du catch. Et aussi, je m'intéressais aux promotions locales, en fait, qui étaient à côté de chez moi. Et je me déplaçais dans les shows. Et si la WWE n'était pas dans les environs, je vous parle de ça à une époque où j'avais 13 ou 14 ans, j'économisais tous les dollars que je pouvais pour me déplacer à des shows. Puis, en grandissant, j'ai découvert la ECW. Et c'était quelque chose de local pour moi, vu que c'était basé à Philadelphie. Et la découverte de la ECW, ça m'a vraiment changé. Ça a changé le regard que j'avais sur le catch. Et j'ai connu la ECW à une époque où ce n'était pas connu comme ça l'est aujourd'hui. Et c'était un programme qui était vraiment différent à l'époque et ça a en quelque sorte construit la culture que j'ai dans le milieu. Et derrière le sport, ça joue aussi sur la relation que j'ai avec mon père car mon père ne connaissait rien en fait à propos du sport. Lui, c'était plutôt un mec qui aimait tout ce qui était le sport automobile et moi, je suis complètement à l'opposé.
Et le catch, par contre, c'était quelque chose qu'on avait en commun et qui permettait de nous rassembler. Et puis, c'était quelque chose qui était déjà dans notre famille. Mon grand-père, par exemple, lui, construisait déjà des rings de catch. Et d'aussi loin que je me souvienne, mon amour pour le catch déjà vient de là. Et maintenant, donc, si je dois parler donc, de ma première gimmick, mon premier personnage que j'ai eu quand je suis arrivé dans le catch, alors déjà, donc, je dois vous dire qu'il y a plusieurs choses qui me sont arrivées déjà quand j'étais jeune. J'ai passé une grande partie de ma scolarité à jouer au football américain. J'étais quelqu'un qui s'en sortait bien à l'école et donc j'ai joué principalement donc à la Penn State University, donc c'est l'université de Pennsylvanie. Et j'ai eu de graves problèmes à cette jambe. Ça allait de la cheville jusqu'au genou et en fait ma jambe était tout le temps pliée. À ce moment-là, j'étais encore un enfant, je n'avais que 18 ans. Donc j'ai dû subir une intervention chirurgicale assez lourde et on m'a dit suite à ça, tu ne pourras plus jamais jouer, tu ne pourras plus jamais courir, etc. Donc j'ai bougé mon cul pour faire en sorte de donner vie à tout ce que je voulais faire dans le futur. Et aussi, donc dans cette période-là, je suis retourné voir en fait les promotions locales qui étaient à côté de chez moi. Et donc, entre autres, je suis allé voir la ECWA, donc qui est une fédération assez connue à l'est des États-Unis. Et j'ai dit à un des catcheurs, j'espère qu'un jour je pourrai faire ce que toi tu fais actuellement. Et il m'a répondu, jusqu'à quel point es-tu prêt à t'impliquer? Il m'a donné sa carte de visite, il m'a dit de venir à sa salle d'entraînement. Il m'a dit de venir à 6h30 du matin un dimanche. Et je l'ai fait, à 6h du matin j'étais déjà devant. 6h30 arrive et c'est là que tout commence. Et donc, quand j'ai commencé le catch, mon premier personnage s'appelait David Dalton. Alors, mon véritable nom, c'est David John Markland. Et donc, d'apparence, j'avais l'air un peu campagnard. Je m'habillais avec des chemises et j'avais un peu le style country. Un peu à la façon de Ebele Jim. Donc, ce style-là, ça venait du côté de mon père qui venait du Tennessee et bon, bah, c'est un peu comme ça là-bas. Et au fur et à mesure donc, que j'ai grandi, j'ai continué les entraînements, donc qui étaient vraiment façon vieille école, quoi. Vu qu'en fait, je n'allais pas réellement à une école ou à des stages, et en fait, je m'entraînais avec eux au fur et à mesure que je faisais les dates avec eux. Donc, on conduisait jusqu'au show, on arrivait très très tôt, j'ai aidé à monter le ring, et après, ils me montraient quelques trucs avant le show. Et donc, j'apprenais comme ça. Et en fait, donc, comme j'avais l'apparence du mec un peu fort, tout ça, c'était facile en fait pour moi à l'époque donc de faire les matchs. Puis après, j'ai surtout appris en me déplaçant et en rencontrant donc des personnes. Et j'ai rencontré le Wild Samoans, par exemple. Donc Afa, le Wild Samoans, qui est un entraîneur très réputé, c'est le père de Roman Reigns. Et j'ai été à une école qui s'appelle The Monster Factory, qui est très connue aux États-Unis. Et là-bas, j'ai commencé à connaître la CZW. Et donc, je me suis déplacé à un show et ça m'a donné cette impression de voir la ECW encore en plus cool, quoi. Donc à ce moment-là, pour moi, j'étais encore un enfant. Je devais avoir quoi, à peu près 20 ans quand j'ai été voir ce premier show-là. Donc j'ai commencé des entraînements là-bas avec John Danding et John Dahmer. Et donc il y a encore pas mal de choses qui sont survenues dans ma vie personnelle avant d'en arriver à mon nom qu'on connaît actuellement. Il y a une histoire comme ça où en fait j'avais une petite amie et je suis revenu à la maison, en fait j'étais complètement bourré. Et je l'ai trouvé au lit avec un autre mec et du coup je lui ai fait traverser la fenêtre de l'étage. Donc ça a fini où les flics sont venus et donc j'ai terminé en prison juste un tout petit peu. Et si au final pourtant vous me connaissez, je suis pourtant quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui est cool. Vraiment, quand on me fait chier, en fait, je vais pas forcément m'en prendre à la personne, quoi. Et un jour aussi, j'étais à l'école et j'ai vu en fait quelqu'un qui a mis une claque à sa petite amie. Donc ça, franchement, je l'ai très mal vu et en fait, bah, je l'ai plaqué contre un mur et ça m'a vraiment foutu enragé. Et Danding m'a dit, oh, ça me fait penser à Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Du coup, on a gardé les deux premières lettres, donc DJ, David John, Dr. Jekyll et Hyde. Et donc, quand j'ai commencé à la CZW, donc j'avais ce caractère et donc l'idée, c'était donc d'avoir une double personnalité où en fait, bah, je pouvais être d'un seul coup donc le gars sympa et d'un seul coup donc j'avais cette vision où en fait j'avais vraiment envie de buter quelqu'un en fait. Et donc après, le personnage a évolué, il y a des choses qui sont parties. Donc voilà d'où mon nom vient. Au début, donc ça vient donc d'une réelle histoire et au fur et à mesure du temps, on a continué à le construire. Puis à un moment, et là, on se retrouve coincé. Car à l'époque, bah voilà, je me ramenais, je disais, voilà, ça c'est mon nom, et puis j'expliquais ce qu'il y avait derrière. Et à l'époque, j'étais si jeune, et aussi le business était tellement différent, et bien que je trouvais pas mieux. Donc je savais pas bien comment faire, donc j'ai commencé à tester de nouvelles choses et faire en sorte que ça soit connu et reconnu. Donc j'ai essayé d'introduire de nouveaux surnoms, par exemple avec DJ, etc. Puis au fur et à mesure du temps, bah, ça a commencé vraiment à prendre. Puis après, je suis parti à la WWE et ils voulaient tout changer.
Donc quand je suis arrivé, ils m'ont dit, ouais, voilà, alors tu pourrais faire ça, tu pourrais avoir ce nom-là, etc., etc. Et c'est ce qu'ils font pour tout le monde. Regardez, par exemple, si on prend Sami Zayn, avant il était connu comme El Generico. Kevin Owens, lui, c'était Kevin Steen. Dean Ambrose, lui, c'était John Moxley. En fait, ils veulent que tout leur appartienne. Et à ce moment-là, j'étais toujours un jeune, en fait, moi, dans le métier. J'étais à un moment où, en fait, ma gimmick changeait selon l'endroit où j'étais, selon les fédérations. J'étais toujours DJ, en fait, mais il y avait plusieurs façons où je pouvais l'interpréter, quoi. Et j'avais déjà songé à changer de gimmick de plusieurs fois, en fait. Mais bon, maintenant, elle est établie depuis plus de 20 ans. Je suis connu un peu partout dans le monde. Je suis reconnu, j'ai déjà fait de la radio, de la télé, etc. Alors bon, ça serait un peu bête de changer maintenant, quoi. C'est un peu le genre de choses où on se dit, bon, bah, je serai connu avec ce qu'il y a eu dans le passé, et puis c'est tout, quoi. Et donc au point où j'en suis dans ma carrière actuellement, bah, à vrai dire, je vois pas vraiment pourquoi je devrais changer, quoi. Donc voilà comment tout ça, en fait, s'est construit et est arrivé. Mais bon, franchement, je pense que ce genre de choses, ça n'arrive plus actuellement. C'est une situation assez particulière dans mon cas où comment ça s'est construit, quoi. Pendant le séminaire, là, pendant le stage, tu nous racontais une anecdote intéressante quand tu travaillais à la VVE, que tu avais envoyé péter, la mauvaise personne au mauvais endroit. Tu pourrais nous en parler un petit peu? C'est pas une histoire, c'est vraiment arrivé. Alors déjà, une des premières règles dans le catch, c'est de bien écouter, bien regarder et fermer sa gueule. Ne croyez jamais quelque chose qu'on a pu voir ou entendre tant qu'on vous le raconte. Il faut le voir pour le croire. Il y a un mec à la WWE, son nom c'est Mark Corrado. Si vous regardez WWE Total Diva ou WWE Network, vous pouvez souvent le voir parce qu'il apparaît souvent sous son propre nom. Il apparaît souvent dans ces émissions-là. La première fois que j'ai vu Mark, en fait, vous le rencontrez dès que vous devenez un talent en fait, du main roster. Eh bien, vous devez obligatoirement le rencontrer pour signer les papiers, en fait. Et moi, à cette époque-là, je ne me rendais pas compte en fait, de qui il s'agissait. Pour moi, c'était peut-être juste un assistant, quelque chose dans le genre. Et donc, juste avant les enregistrements d'une émission de SmackDown, en fait, j'affrontais un mec qui s'appelait Samson. Et Samson, donc, c'est quelqu'un qui mesure plus d'1m85, plus de 150 kg, il est bien baraqué. Et en fait, il m'a fait un body slam et il m'a réceptionné sur ma tête, seulement sur ma tête. Et la raison pour laquelle c'est arrivé, c'est tout simplement parce qu'il était très nerveux. Et en fait, on peut voir que là, à l'intérieur de ma bouche, en fait, j'ai toujours en fait un morceau de chair en fait qui pend. Je peux même m'amuser avec. On peut le voir des fois pendant certains matchs, pendant certains entraînements, tout ça. En fait, ça me laisse toujours une espèce de gêne en fait. Quand il m'a fait le body slam, je me suis réceptionné sur ce côté-là de ma tête tellement violemment que je suis resté comme paralysé. Je me suis réceptionné tellement violemment en fait sur cette partie de mon visage que ça m'a fait un blackout. Je me souviens de rien et forcément j'ai une commotion cérébrale. Donc ça n'arrêtait pas de saigner à l'intérieur de ma bouche et j'avais l'impression d'être comme un vampire. Une fois que le body slam est passé, en fait, je me suis dit que je voulais vraiment en finir avec lui, quoi. Alors moi, je me souviens de rien, mais on me l'a raconté. Alors je lui aurais donné un coup de boule en plein dans le nez et je l'aurais enchaîné en lui donnant plusieurs atémies après. Et je l'aurais frappé, mais vraiment fort. Et après, je l'aurais terminé avec mon lariat, donc comme façon habituelle, mais là, c'était vraiment dans de mauvaises intentions, quoi. Une fois que le match était terminé, je suis retourné en backstage, et puis bon, l'histoire était déjà en train de tourner. Donc j'étais pris en charge par l'équipe médicale, et puis ils ont dû me mettre des agrafes dans la bouche. À la suite de ça, j'étais en train de nettoyer le reste, et la première personne qui est venue vers moi, c'était The Undertaker. Il est venu me parler et à ce moment-là, je l'avais peut-être vu, allez, 3 fois depuis le temps que j'étais là. Et ça se contentait juste de «Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer» et c'était quelque chose de très respectueux entre nous. Et il m'a dit «Je comprends bien que tu dois te protéger et je comprends ce qui s'est passé là sur le ring». Il m'a dit que j'avais peut-être fait la bonne chose, mais vraiment, c'était pas au bon endroit du tout. Il m'a dit «Hey, t'es blessé, ok, je comprends, mais tu devrais peut-être faire juste en sorte que ça se termine là et que ça n'aille pas plus loin». Et pourtant, c'est une façon de faire où la CZW m'avait habitué à ça. Là-bas, t'es blessé et hop, tu continues à y aller. On sait qu'on peut être blessé et c'est tout, on doit continuer. C'est réel tout ça, on sait qu'on peut en prendre dans la gueule, on sait qu'on peut se prendre un coup de pied, il faut continuer. Il a continué en me disant, tu sais, j'aurais sûrement fait la même chose et on l'a déjà bien vu dans le passé, il a déjà fait des choses similaires. Et juste après ça, Triple H est venu me parler.
À cette époque, Triple H était l'une des plus grosses stars de la compagnie. Et à l'époque, on s'était déjà croisés durant certains séminaires, ce genre de choses, mais je lui avais jamais réellement parlé en fait. Pour moi, c'était juste le genre de mec que je regardais de loin parce qu'en fait, j'admirais énormément ce qu'il faisait. J'admirais vraiment ce qu'il faisait énormément. En plus de ça, son passé était assez similaire au mien, au point de vue des entraînements à la rue, de ce genre de choses, quoi. Donc ouais, il faisait partie des genres de mecs que j'admirais énormément, quoi. Donc il est venu vers moi et puis il m'a dit la même chose. Puis après, c'est Mark Carrano qui est venu. Et en fait, tout ce que je savais de Mark Carrano à l'époque, c'était que j'avais signé mon contrat WWE avec lui et rien d'autre. Donc il est venu vers moi, il m'a dit certaines choses, il était très directif dans ses paroles. Et pendant ce temps-là, je continuais en fait à terminer de me nettoyer en fait. Et j'étais toujours dans un état où j'étais très frustré de ce qui venait d'arriver, j'étais en colère. Donc on a continué notre conversation, il m'a dit est-ce que je peux vous poser une question? J'ai dit oui, il m'a dit pourquoi tu as fait ça? Et je lui ai répondu j'en sais rien. Et après ça, il m'a fait une leçon de morale en m'expliquant comment être un bon catcheur. Et ça m'a foutu en dehors de moi, mais à un point mais extrême. Et je lui ai simplement répondu d'aller se faire enculer. Et je lui ai dit, mais bordel, mais tu te prends pour qui pour me dire ça? Et sur le moment, c'était inapproprié et non professionnel. Et ouais, ça allait beaucoup trop loin et je lui mettais tout ça en pleine gueule, quoi. Puis bon, vous savez, c'est le genre de mec un peu âgé, assez petit, enfin, vous voyez le genre. Et donc moi, je pensais que c'était un mec, mais insignifiant. Mais en fait, c'était le vice-président de la WWE. C'est le bras droit de Vince McMahon. Vous voyez, il croit en tout ce qu'il dit. Et ça faisait des années qu'il travaillait là-bas. Même sa femme travaillait là-bas. Ça doit faire plus de 27 ans qu'il y est. Et tout ça, déjà, ça s'est passé il y a plus de 10 ans. Et entre deux, le business a complètement changé. Il était déjà là. Donc à ce moment-là, j'étais toujours en backstage, mais bon, j'étais pris comme au sein d'un piège et en fait, ça n'a pas tardé pour qu'ils me renvoient, mais sur le champ. Donc ça s'est fait quelques temps avant que je ne rachète la CZW et ça a été fait en sorte de renouer mes liens avec le catch. À ce moment-là, je savais très bien que je ne pourrais jamais y retourner. En tout cas, pas en tant que superstar. En tant que superstar, j'avais complètement coupé les ponts avec eux. Et puis bon, tout ça, c'est assez étrange parce que bon, quelques années après, maintenant j'ai son numéro de téléphone dans mon téléphone et on se parle. Et ça, c'est une histoire mais qui a réellement changé le cours de ma vie. Parce qu'en fait, cette erreur-là que j'ai faite, je l'ai fait au premier jour. Et là, d'ailleurs, quand je l'ai raconté tout à l'heure au séminaire, tout le monde me faisait « Ah, mais pourquoi tu as fait ça ?» Et donc cette erreur a coûté la chance de plusieurs personnes. Et pour moi, par exemple, ça aurait très bien pu me coûter le fait de peut-être faire un jour un main event de WrestleMania. Tout le monde rêve de ça. Et moi, j'ai tué ce rêve juste en ouvrant un peu trop ma gueule. Et ce, surtout avec la mauvaise personne. Donc, en fait, on ne sait jamais qui fait réellement quoi dans la vie. Et c'est vraiment important de retenir ça. Comment on passe, qu'est-ce qui provoque l'envie? Comment on passe du catch dit traditionnel ou du catch un petit peu plus violent, du catch un petit peu plus hardcore, jusqu'à de l'ultra-violence? Deux choses. Déjà, quand on vient à la CZW, on sait qu'on doit être préparé à ça et qu'on doit être amené à faire ce genre de choses. C'est demandé, le public en demande. C'est pas toujours facile à comprendre d'ailleurs. Et si tu veux être un gars reconnu dans le business, tu dois être préparé à des fois faire des choses un peu plus folles. On doit être préparé à se dire des fois, je vais peut-être faire un match en cage, ce genre de choses. Et moi, personnellement, j'ai jamais voulu être le petit gars qui n'était pas reconnu. Pour moi, j'ai toujours voulu être vraiment le gars qui était au-dessus. Et d'ailleurs, c'est toujours mon but. Donc, je me suis dit, je dois apprendre et je dois être prêt à faire ce genre de choses. Je me suis dit, je dois être prêt à faire des Hell in a Cell, par exemple, et je dois être prêt, en tout cas. En gros, tu nous dis qu'un catcheur a besoin de faire des choses un peu plus extrêmes, ou même une fédération, d'ailleurs, même une structure a besoin de faire des choses beaucoup plus extrêmes pour accrocher son public, en fait. C'est ça que tu es en train de me dire. Non, en fait, on n'en a pas nécessairement besoin. C'est juste quelque chose dont certaines personnes ont besoin, mais pour la plupart, ce n'est pas le cas. Allez, on va prendre comme exemple Drew Gulak. Il l'a fait, mais c'est devenu quelque chose vraiment d'exceptionnel quand il l'a fait. Parce qu'au début, il n'avait pas cette intention de faire du hardcore. Mais pourtant, il était dans des storylines où à la fin, ça s'est terminé comme ça et ça s'est très bien passé. Car il n'avait pas justement ce facteur hardcore, mais ça a rendu la chose exceptionnelle. Par exemple, pour la CZW, est-ce que c'est quand même une nécessité économique
de devoir faire des matchs un peu plus extrêmes, parce que je me suis laissé entendre dire que s'il y avait eu que toi, tu voulais arrêter ça. Je pense qu'en tout cas, c'est un facteur qui est variable pour la CZW en ce moment. En tout cas, ma vision du catch depuis le temps que j'ai commencé, c'est que ça doit être quelque chose qui est pour tout le monde. Et Danding, au départ, avait la même vision. C'est juste que le hardcore était perçu comme, comment dire, quelque chose qui pourrait être perçu comme un cataclysme, en fait. Et d'habitude, le catch hardcore est associé plutôt à quelque chose de vulgaire, enfin, vous voyez. Et Danding est un très bon intervieweur, c'était aussi un très bon comédien. Il avait surtout compris une chose, c'est que le plus important, c'est ce que les gens voient. Et d'ailleurs, regardez, nous, on a un pay-per-view, c'est Best of the Best, et ça rassemble vraiment les meilleurs catcheurs au monde, et ce n'est pas hardcore. C'est vraiment un gros show, et ça ramène pas mal de monde. Et justement, de l'autre côté, on a le Tournament of Death, qui est complètement l'opposé, et ça vise pas la même catégorie de personnes. Et là, on y trouve vraiment les deathmatch et toutes ces choses complètement folles. Et du coup, je pense que c'est ça le plus important, c'est donner à tout le monde ce qu'il a envie de voir. Et ça, peu importe ce qu'ils veulent. Et ça, je pense que c'est valable pour n'importe quel domaine, y compris le catch. En fait, les histoires doivent toujours aboutir à quelque chose. Quelle sera la finalité? Ça, j'en sais rien. Et ça, car toutes les histoires prennent des chemins différents. Mais en tout cas, ça doit bien avoir une finalité. Et pour moi, à la CZW, il y aura toujours du hardcore. Certaines personnes vous diront que j'ai envie de complètement arrêter. Moi, en tout cas, si j'ai voulu atténuer tout ça, c'est pour certaines raisons. J'ai voulu aussi surtout que la CZW évolue sur différents paliers et pas juste le hardcore. C'était avant tout une décision pour le bien du business, c'était pas juste pour dire hey, non, arrêtez, on stoppe tout ça. Mais on continuera toujours à faire The Cage of Death, le Tournament of Death. Effectivement, depuis que c'est toi qui gères la CZW, l'image de la CZW est un peu mieux, plus propre, quoi. Et du coup, en 2003, c'est vraiment une image très violente de la CZW. Et en 2017, l'image de la fédération est plus propre. C'est un peu quoi la raison de tout ça? Je pense pas vraiment en fait que ça soit plus propre, à vrai dire. Quand on regarde un show de la CZW en 2003, il y avait des fois jusqu'à 5 deathmatchs en un show. Et maintenant, allez, on va dire que dans un show normal, on peut en trouver maximum 2. Et donc, c'est pas forcément le fait d'avoir rendu l'image plus propre, c'est juste que en fait, l'industrie a changé depuis le temps. Et si tout ça a changé déjà, la première raison, ça serait le gouvernement. Si on prend le cas par exemple du Tournament of Death, avant il n'y avait aucune règle particulière. Maintenant, j'ai des tonnes de règles à respecter. La deuxième raison, c'est que tout est devenu plus cher aussi. À l'époque, en 2003, une table, ça devait me coûter à environ 50 $. Maintenant, ça me coûte 125 $. Donc ça affecte fortement le budget et on doit jouer avec ça. Et en même temps, mon but, ça reste de grandir et d'évoluer. Et pour moi, on se doit d'être diffusé à la télévision. On l'a déjà été dans le passé, en 2003. Et à l'époque, le public était différent. Maintenant, à la télé, ils ne veulent plus voir ce genre de choses. Ils ne veulent plus voir que des choses complètement tarées, en fait. Ils veulent quelque chose qui soit accepté pour toute la société. Maintenant, on se doit de présenter quelque chose d'uniformisé et bien carré, quoi. Et maintenant, ça marche comme ça. Donc, on continuera toujours à faire nos choses un peu extrêmes et continuer à faire des matchs hardcore. Peut-être même des choses plus folles que ce qui a déjà été fait dans le passé. Mais aussi, je pense que l'industrie qu'il y a autour du catch a beaucoup changé. Déjà, il n'y a plus autant de catcheurs hardcore qu'avant. Comparé à avant, il y avait énormément de gars qui voulaient faire ça. Maintenant, tous les gars qui faisaient ça à l'époque, ils sont soit blessés, ils sont à la retraite, ils se font vieux. Et donc, dans ces conditions, c'est compliqué de faire perdurer en fait ce genre de culture. Et ça spécifiquement avec la nouvelle génération. Et pour la WWE, ça a été facile pour eux. Et là-bas, c'est plus les mêmes challenges qu'ils avaient dans le passé. Maintenant, quand vous arrivez, vous avez besoin d'être un catcheur. On n'en a rien à foutre d'arriver là-bas et d'être capable de se prendre un néon. Bon, après, c'est quelque chose quand même qui est attesté. Et donc, dans cette dynamique où on doit continuer à grandir, je pense qu'on doit toujours continuer à faire ce genre de choses. Et on doit aussi être capable de pouvoir proposer tout ce qui se fait à côté. Et tout ça, ce sont de nouveaux challenges. Et je pense qu'aussi, une des raisons pour laquelle on a atténué tout ça, parce qu'entre autres, je le voulais, eh bien, c'est comme manger des pizzas. Les pizzas, c'est super bon, mais si vous commencez à en manger tous les jours, vous allez vous en rendre malade.
Et c'est comme les desserts aussi. Les desserts, on en a toujours une petite part, mais avant, il y a le plat principal. Il faut le rarifier pour que ça soit meilleur, en fait, quoi. En fait, le rarifier, ça rend le truc vraiment spécial. Bon, je peux paraître des fois offensant quand j'explique certains trucs, mais c'est comme faire l'amour. Si vous faites l'amour 2 à 3 fois par jour, ben, ça en devient ennuyant. Après, on a l'impression qu'on a déjà tout fait. Mais ça devient quelque chose de spécial quand, par exemple, on a travaillé toute la semaine et qu'on se retrouve avec sa petite amie ou sa femme et qu'on fait ça, imaginons, le vendredi soir. Et on sait que vendredi soir, eh ben, c'est le bon soir et on l'attendait. Et là, ça prend du sens. Mais c'est comme les vacances aussi. Par exemple, si on a un emploi et qu'on travaille très dur et qu'on fait des 9h, 17h tout le temps et on est fatigué, c'est pénible, eh bien cette semaine où on n'ira pas travailler, on l'attend. Et là, ça rend la chose spéciale. Et je pense que si on en avait trop, eh ben, c'est comme les pyros, vous voyez. Eh bien, voir des feux d'artifice le 14 juillet, ben, c'est cool, mais si on en voyait tous les jours, ben, ça deviendrait indifférent. C'est une question que se posent beaucoup de fans quand tu es un jeune catcheur qui commence. Quand tu es un jeune catcheur, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on passe le cap de foncer pleine bourre dans des barbelés ou d'être d'accord pour subir un powerbomb sur des parpaings en sachant pertinemment que tu vas te faire mal? C'est quoi le basculement? Qu'est-ce qui se passe? La première chose, c'est que je dirais que ça dépend déjà de ce qu'ils ont regardé. Il y a des gens, par exemple, qui voudraient être comme Mick Foley, ou ressembler à des gens de la ECW, et ça particulièrement dans notre zone géographique où on se trouve. Car la ECW a fait de nombreux shows là-bas. D'ailleurs, la CZW a loué de nombreuses fois la salle de la ECW. On a d'ailleurs même fait plus de shows qu'eux là-bas. La deuxième chose, je dirais, c'est que lorsque l'on fait du catch hardcore, eh ben, les fans réagissent plus. Ils aiment ça, tout simplement. On est les acteurs d'un sport violent. Ils veulent voir des mecs qui se mettent sur la gueule comme jamais. Et d'ailleurs, c'est comme quand on regarde à la WWE et qu'il y en a un qui fait un powerbomb dans une table à l'autre, comme par exemple avec The Shield. Ils font souvent cette triple powerbomb dans une table. Et on entend la foule réagir et crier, et ça, on le ressent. Et donc, du coup, il y en a qui se disent « Ouais, bah, je dois faire ça, je dois me sacrifier plus que les autres. » Et tout ça pour recevoir plus. Et je pense que les jeunes raisonnent comme ça parce qu'ils le voient de cette façon. Il suffit de voir des jeunes qui viennent à un entraînement et juste après, il y a un match. Et là, il y a un gars qui se prend une table et ils sont comme... Et là, ils voient bien que le public y réagit. Et on ne s'intéresse pas au match ni même à la douleur que le gars peut avoir. Ils regardent juste la réaction de la foule et ils se disent « Moi aussi, je veux faire ça. » Parce que ça fait lever des foules. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, Shane McMahon, il saute des cages. Car la réaction, c'est... Les fans ressentent vraiment ça. Et à chaque fois qu'il recommence, et ben à chaque fois, il va se refaire la même chose. Lui, il a construit son histoire comme ça. Et c'est ce pourquoi il a été connu. Et d'ailleurs, ça l'a rendu plus célèbre. Et les jeunes veulent ça aussi. Et je pense que c'est avant tout pour ça qu'ils font ça. Je t'ai vu dans un documentaire qui te suivait durant le Tournament of Death. Je ne sais plus si c'est le 18 ou le 19. Et tu as fait quasiment le sacrifice de toi-même, de ton ego, au nom du dieu spectacle, tout simplement parce que Zending, pour les fans, c'est le boss de la CZW et ça le sera toujours. Et quand je te vois te faire enterrer avec plein de sang et avouer au micro, c'est toi le boss, etc., etc., je me suis dit, ce mec-là, il s'oublie au nom du dieu spectacle. Et c'est vraiment pour ça que j'ai voulu te rencontrer et travailler avec toi. Bah d'ailleurs, c'était mon idée en fait. Enfin ouais, je crois que c'était mon idée. Du coup, à ce temps-là, le personnage de John Dending était vraiment apprécié. En tant que boss de la CZW, pour eux c'était la meilleure chose au monde. Et moi, eh ben, il me haïssait. À la CZW, et plus particulièrement dans ma situation géographique de là où je viens, DJ Hyde est particulièrement connu pour être avant tout un catcheur. Et moi, j'étais vraiment le méchant. Et ça, le public, il n'aime pas du tout. Et peu importe ce que je fais, il ne m'aimera pas. À la CZW, j'étais un des pires méchants qu'il n'y ait jamais eu. Et quand j'ai racheté la CZW, eh bien, j'ai converti leur entre du hardcore et donc là où il y avait tous les deathmatch, eh bien, dans une fédération où il y avait aussi du catch professionnel. En une fédération où il y avait aussi du catch plus clean. Autant dire que les fans de la première heure, eh ben ça, ils l'ont pris mal. Donc l'histoire qu'on a voulu construire autour de ça à l'époque, eh bien,
Eh bien, c'était qu'on allait faire affronter l'ancienne CZW contre la nouvelle CZW, avec un passage de torche éventuel. Et donc l'idée c'était que Standing revienne et soit de nouveau le propriétaire de la CZW en fiction. Et moi j'allais disparaître. Et c'est ce que je fais jusqu'à maintenant. Je ne suis plus souvent devant la caméra. D'ailleurs, je n'ai plus de match depuis cette fois-là en fait. J'ai seulement refait un match du moins à la CZW. Vraiment en tant que worker. Donc l'idée c'était que je disparaisse et que les fans m'oublient et que à Cage of Death, eh bien qu'ils ramènent l'ancienne génération de la CZW de 2003, de 1999 avec Nick Cage entre autres par exemple. Et en face il y aurait eu la nouvelle génération, celle que DJI a apportée. Et comme ça j'aurais mis aussi en avant mes stars. L'idée, c'était d'organiser tout ça, et tout ce changement-là aurait lieu au moment où mon personnage se ferait enterrer. Franchement, ma plus grosse peur, c'était de me faire enterrer. C'était quelque chose que je craignais. C'est pas vraiment non plus ma plus grosse peur, quoi, mais je l'attendais pas non plus. Et donc, tout ça, ça s'est fait dans le jardin de mes parents, où on a fait un trou de 2 mètres, et on m'a jeté dedans après que j'avais déjà traversé, et on m'a jeté dedans après déjà avoir traversé plusieurs vitres dans un match contre Josh Crane. C'était vraiment quelque chose de dingue. L'idée, c'était donc que Standing revienne et soit de nouveau le boss fictif. Il allait apporter tous ces nouveaux changements. Et puis tout refaire aussi comme en 1999, sauf que le truc, c'est qu'on n'est plus en 1999. Sauf que c'est plus possible, à ce moment-là, on est en 2016, quoi. Et donc on me demandait, est-ce que tout ça, ça va marcher ? Et je répondais oui, parce que les gens l'adorent, moi, ils me détestent, et ce moment, il est attendu. Et normalement, tout ça, ça aurait seulement dû s'arrêter cette année. J'étais pas censé normalement revenir déjà avant le Tournament of Death là, de cette année en 2017. Normalement, c'est là que j'aurais dû faire mon retour. Du moins en tant que personnage. Moi, en fait, j'aurais toujours été en backstage, mais John Standing aurait été mis en avant, il aurait été le babyface de la fédération. Ça aurait été l'ambassadeur. Et je pense que c'était bien de faire ça. Mais malheureusement, le business fait que ça ne se déroule pas toujours comme on le veut. John s'est malheureusement blessé dans un autre show en faisant une prise. Il a cassé son dos à 4 endroits différents. Et donc depuis, il a voulu s'écarter un peu de tout ça et arrêter de faire des choses avec la CZW. En tout cas, pour revenir à ce qu'on disait, pour moi, c'était pas du tout un sacrifice. Si je devais le refaire, je le referais même en pire s'il fallait. Et là, je pense que dans les plans, il y a même un truc qui est prévu pour l'année prochaine où je vais faire encore quelque chose encore de plus stupide. Du coup, en ce moment, on essaie de construire une histoire à peu près similaire à celle qui était prévue. Matt Tremont est actuellement mon plus gros rival à la CZW. Et c'est d'ailleurs le copropriétaire. Donc on propose quelque chose d'assez similaire. Ok, donc sur The Tournament of Death 16, dans ce reportage, dans ce documentaire, tu expliques que, grosso modo, tu gagnes 30 000 $ et que finalement, en bénéfice, tu te fais 1 000 $. Est-ce que c'est pas se faire chier pour rien? Dans un premier temps, déjà, il faut se dire que le show lui-même génère de l'argent. Et après, il y a toutes les dépenses que l'on doit faire pour. Et après, tous les catcheurs doivent faire des contrôles sanguins. Il y a le côté administratif avec le gouvernement. Il faut acheter les armes. Il faut louer un camion aussi pour le ring. Et aussi payer les catcheurs. Alors sur le coup, je me fais peut-être que 5 000 $. Mais bon, juste après, il y a un autre show qui arrive. Et avec ces 5 000 $ qui restent, je vais payer le loyer. Ensuite, je vais payer tout ce qui est la promotion et la pub. Et après, ce qui reste vraiment pour moi, il n'y a plus grand-chose. Pour revenir au Tournament of Death, on avait fait environ 13 000 personnes. Même pour être précis, 13 056 personnes. Ça avait lieu en plein milieu du Delaware, au beau milieu de nulle part. On peut vraiment le dire, mes parents habitent vraiment au plein milieu de nulle part. Tout ça pour voir du catch hardcore. Personne d'autre ne peut faire ça. Et sur ce show-là, et ce jour-là spécifiquement, on ne fait pas énormément d'argent. Mais derrière, je vends des DVD, je vends des VOD. Et aussi, je vends des t-shirts, des casquettes. Mais ça, c'est encore à côté. Et voilà, c'est avec ça, en fait, que moi, je vais vivre. Donc le show en lui-même ne va pas forcément générer beaucoup d'argent, mais à côté, on vend de la nourriture. On vend des boissons, on vend des sodas, ce genre de choses. Donc on gagne aussi de l'argent là-dessus. Après, il faut se dire qu'il y a une partie qui a été réinvestie dans notre stock qu'on avait au départ. Donc au final, mon bénéfice, moi je ne le vois pas venir tout de suite, mais au final, on le voit venir un petit peu après.
Et on pourrait croire l'inverse, mais là où je gagne le plus, eh ben, c'est pas forcément sur la vente de tickets en elle-même, mais sur la vente de DVD, les VOD, sur CZW Studio, là je me fais plus d'argent. Tu peux développer, tu parlais du CZW Studio, tu peux nous développer un petit peu plus ce que c'est? Eh bien, pour nous, en fait, il s'agit tout simplement de notre version du WWE Network. C'est quelque chose de très similaire. C'est une plateforme de VOD avec une souscription mensuelle sur laquelle on retrouve pas mal de fédérations, dont la CZW. On y retrouve également la WSU, les Dojo Wars Super Show, et si je me souviens bien, on doit avoir quelque chose comme 18 autres fédérations un peu partout dans le monde dessus. Et on a accès à tout ça pour 10 dollars, à peu près, du coup, je crois que ça doit faire 6 euros, quelque chose comme ça. 6 ou 7, un truc comme ça, je sais pas exactement. Dessus, on y retrouve également les shows qui sont diffusés en live. Après, ils sont disponibles à la VOD sous 24 heures, même pas. Et après, on le retravaille derrière et on l'agrémente avec tous des beaux effets spéciaux, des buts de show, des vidéos promo cool au début. Et tout ça, quand c'est terminé, on l'upload. L'avantage, du coup, c'est qu'on a accès à notre contenu en exclusivité avant n'importe qui d'autre. Et après, en plus, on a accès à tout le restant. Si on veut, on peut regarder tous les Tournament of Death qu'il y a eu. Là, par exemple, notre prochain show, c'est Night of Infamy. Mais par exemple, si vous voulez, vous pouvez regarder tous ceux qu'il y a eu dans le passé. Et l'avantage aussi, c'est que ça peut être lu sur n'importe quel appareil, que ce soit un iPhone, un iPad, votre ordinateur, et même d'autres appareils, style comme des Apple TV, par exemple. C'est disponible également dessus. Et comme j'ai dit aussi, l'avantage, c'est qu'on peut nous voir nous, mais vous pouvez voir aussi un tas d'autres fédérations de par les quatre coins du monde. Le truc qui est bien aussi, c'est qu'on peut télécharger le contenu que l'on voit. Et ça, c'est quelque chose vraiment de cool pour moi parce que je m'en sers réellement comme un outil. Parce que si par exemple, là vous venez me parler et puis que vous me dites hey, je voudrais voir le match de David Starr contre Dave Crest. Moi, je vais te dire, ok, pas de souci, je vais te donner un code promo et tu pourras aller le télécharger gratuitement. Ou si par exemple, c'est pareil, pour un sponsor, il voudrait voir le contenu que vous proposez, moi, il n'y a pas de souci, moi, je peux lui donner ça et je peux le faire directement depuis mon téléphone. Et hop, vous avez tout le contenu gratuitement. Et tout ça, vraiment, ça a été un bon moyen pour nous de rassembler tout notre contenu en un seul et même endroit. Après aussi, on l'utilise pour beaucoup de choses, hormis les premiers aspects que je vous cite là. Mais en tout cas, c'est quelque chose vraiment de bien pour moi de pouvoir vous dire « Hey, vas-y, va regarder le contenu et télécharge-le. » Et peut-être que vous l'aurez en 5 minutes. On est juste à se connecter, voilà, tac, on télécharge et hop, on l'a au bout de 5 minutes. Et du coup, pas besoin de s'emmerder à renvoyer quelque chose derrière par mail ou de l'héberger sur un truc comme Dropbox ou quoi, et ça va prendre une plombe. Tu as combien d'abonnés au CZW Studio? Alors actuellement, du moins quand j'ai quitté la maison, on est à peu près à quelque chose comme 730 abonnés. Alors moi du coup je gagne un certain pourcentage sur tout ça, mais après il y a aussi la compagnie qui héberge tout mon site et qui prend aussi sa charge quoi. Et c'est bien pour moi car ça nous permet de nous faire connaître en fait davantage. Et j'ai aussi d'autres vendeurs à côté comme iSpot dont j'ai parlé tout à l'heure. Et eux aussi, ils font exactement la même chose. Et ils me payent pour avoir mon contenu sur leur chaîne. Et après, ils revendent aussi des DVD, des choses comme ça. Et c'est bien encore les DVD parce qu'il y a des personnes qui veulent vraiment avoir une copie en dur, quoi. Ils veulent tenir la chose dans leurs mains. Et d'autres, ils n'en ont rien à faire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils regardent YouTube. Tu as le CZW Studio. Est-ce que tu as à côté de la VOD, juste pour avoir un seul match ou quoi que ce soit, ou un seul gala, ou un seul show? Et est-ce que tu as les DVD? Ou alors, la VOD, c'est uniquement dans la CZW Studio? Non, il y a la possibilité de prendre en VOD seulement un show à la fois. Et des fois aussi, vous pouvez retrouver seulement un match à la fois, surtout si c'est un gros match qui a eu lieu. Comme là, récemment, il y a eu un match entre Onita et Matt Tremont. C'était franchement un gros événement, vraiment un très gros match. Donc celui-là, par exemple, on l'a mis tout seul à part. Mais c'est exactement le même prix. Pour avoir un match en VOD, c'est 9,99 et pour avoir l'abonnement à tout le studio, c'est 9,99 aussi. La seule différence, c'est que le network, en gros, il va vous prendre de l'argent tous les mois, que ce soit sur votre PayPal ou votre carte de crédit. Avec la VOD, en fait, ça va vous permettre de débourser qu'une seule fois et après, vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître et qui sera seulement disponible environ peut-être 24 heures.
Et vous avez toujours la possibilité de télécharger le contenu et vous l'avez sur votre ordinateur. Pour les DVD, quant à eux, ils sont toujours aussi disponibles sur le CZW Shop. Mais en ce qui concerne le network, c'est le seul et unique endroit où vous pouvez tout retrouver notre contenu. Mais c'est comme la WWE avec son WWE Network, en fait, vous voyez, si j'ai envie de regarder par exemple Survivor Series de 2001, eh ben je peux. Maintenant, notre nouvel objectif, ça sera de mettre du nouveau contenu, comme des interviews par exemple. Il y en a déjà quelques-unes d'ailleurs en ce moment. On va essayer de faire aussi des émissions à part entière, comme fait la WWE par exemple, mais pas avec les dessins animés, ce genre de choses. Mais on voudrait avoir une sorte de table ronde où des invités parleraient de catch. Il y aurait également mon annonceur de ring qui aurait une émission dans laquelle il interviewerait du monde en fait dessus. Il ferait ouais, ce genre de petites interviews. Et il parlerait également de la CZW, nos plans dans le futur, ce genre de choses. Et après, on produirait également d'autres projets en ce qui concerne d'autres vidéos et ce genre de choses. Donc voilà ce qu'il y a déjà de disponible. Après, on aimerait également organiser des événements dessus. Comme là, par exemple, Jimmy Jacobs, catch pour moi actuellement, il a été viré de la WWE il n'y a pas si longtemps que ça. Et on voudrait faire quelque chose avec lui de spécial, mais on ne sait toujours pas quoi. Mais bon, on a 2 semaines pour y réfléchir, alors ça va le faire. Mais c'est ça, du contenu, du contenu, du contenu. Qu'est-ce qui te fait le plus de chiffre d'affaires? Les entrées des shows ou le merchandising? Alors, à propos des shows, la vente des tickets permet juste de payer les catcheurs avec. Le merchandising, quant à lui, paye tout le reste. Normalement, pour des shows normaux, pas les gros shows, je parle. Et pour les shows normaux, on compte entre 300 et 400 personnes habituellement. Là, par exemple, notre prochain show en novembre, on va probablement faire entre 300 et 400 personnes. Donc ouais, comme je le disais tout à l'heure, ça paye surtout la paye des catcheurs en fait, pas les gars qui sont à l'arrière, donc comme les caméramans, ou encore de la presse locale, ou même à propos du catch. Déjà là, on parle d'une dépense de 6 000 $ environ. Et à 20 $ le ticket, ça couvre juste tout juste. Après, ça couvre aussi un tout petit peu plus car on met les premiers et deuxième rangs un peu plus chers. Mais bon, ça va couvrir les tables qui vont casser et ce genre de choses. Ou toutes les choses dont on va avoir besoin en général au niveau d'outillage, voilà. Des fois, j'ai mes gars qui viennent me voir et qui me disent « Bon, on a besoin de ça ». Et je leur dis « C'est quoi ?» Ils m'expliquent, je comprends pas trop ce que c'est. Alors je leur dis « On en a besoin réellement maintenant ?» Ils me disent « Oui, ok ». Alors je leur donne de l'argent et je leur fais « Allez, allez, achetez tout de suite ». Ça couvre aussi ce genre d'imprévu, quoi. Quant au merchandising, actuellement, et le CZW Studio fait partie du merchandising. Avec le revenu qu'on se génère avec tout ça, ça va payer, par exemple, mon loyer des différents bâtiments pour le dojo, par exemple. Les autres loyers également pour louer les autres salles dont j'ai besoin. Et après aussi, ça part dans mon prêt hypothécaire avec lequel j'ai racheté entre autres la compagnie. C'est là où il y a vraiment tout mon stock d'argent. Et lorsque je me rends à des shows, je vais vendre surtout du merchandising de la CZW et pas du merchandising DJI. Le CZW, c'est plus cool. Au moins, ça ne représente pas juste moi, ça peut représenter David Starr, Sami Callihan, Matt Tremont et toutes ces personnes. Donc je prends le merch et je le vends. Et ça marche plutôt bien. Et c'est ce qui va payer pas mal de mes factures. Et c'est comme pour plusieurs personnes avec le merchandising. Par exemple, on va parler des Young Bucks avec le Bullet Club. Ils ont des t-shirts et en plus de ça, ils sont mis sur le devant de la scène. Ils ont fait un paquet de fric. Donc je les ai bookés à un de mes shows. Et je vais les payer sous forme de forfait. Allez, on va dire que je vais dépenser 1 000 $ pour eux, ce qui est déjà énorme. Pourtant, c'est pas plus que ce qu'ils vont faire en vendant leurs t-shirts à la fin de mon show. Et tout ça grâce au fait qu'ils sont mis tout le temps au devant de la scène. Et à mon show, ils vont peut-être vendre, allez quoi, 200 t-shirts. Et si c'est un plus gros show, ils vont même en vendre plus que ça. Ça pourrait être 300 ou 400 t-shirts. Et à 20 $ l'unité, ça fait pas mal d'argent. Et il en est même pour les deux. Donc voilà comment ils composaient leur paye. Et c'est comme la WWE et John Cena, ils doivent se faire environ 3 millions par an. Bill génère environ 50 millions. Grâce à ses t-shirts, ses bandanas, ses posters, tout genre de trucs. Tout ce qu'il peut porter sur lui, quoi. Et lui, il en a juste un tout petit pourcentage, peut-être 10%. Et bon, quand vous regardez, un t-shirt, c'est 20 $. Donc s'il gagne 10% de ça, ça veut dire qu'il gagne 2 $ à chaque t-shirt qu'il vend. Et Dieu sait qu'il vend beaucoup de t-shirts, alors du coup, l'argent arrive très vite. Et c'est la raison pour laquelle il a autant d'argent. Mais après, c'est comme The Rock ou Stone Cold et tous ces gars-là. Comment tu te vois dans 5 ou 10 ans?
À partir de maintenant, mon but, ça serait de m'associer avec les bonnes personnes et des gens qui en savent plus que moi. Pas forcément non plus des gens proches. Mes nouveaux associés sont David Marquez et George. Ils sont producteurs de la fédération Championship Wrestling. Et ils sont tous les deux propriétaires de la CZW, une petite part. Ils font également de la télé. Et je connais la télé en tant que catcheur et scénariste. Mais eux, ils connaissent la production. Ils savent comment éditer correctement une vidéo et comment la tourner. Et moi, j'ai appris ça de leur collaboration avec eux. Donc je m'entoure de bonnes personnes. Donc mon but et comment je me vois moi-même dans 5 ans, eh bien, je voudrais que la CZW devienne un programme hebdomadaire de 1 heure à la télévision. Et aussi également produire plus de shows. Et également dans 5 ans, mon but, ça serait, peut-être que ça arrivera même avant, de revenir en Europe. Déjà, je voudrais faire des shows en Angleterre. Je voudrais également refaire, car on l'a déjà fait dans le passé, eh bien, retourner en Allemagne, et puis m'étendre un peu plus aux États-Unis également. Et plutôt que de faire juste des shows aux environs du New Jersey et de Philadelphie, eh bien, je voudrais faire des shows en Ohio aussi, à Charlotte en Caroline du Nord, ou également à Chicago dans l'Illinois, et également si j'ai la possibilité d'en faire à New York. Et ça, je peux le faire dès maintenant. Là, si je veux le faire, vraiment, je peux en avoir la possibilité. Mais bon, quitte à le faire, autant bien le faire. C'est compliqué pour moi d'organiser un show et de dire « Bon, allez, on va faire Chicago », parce que c'est quand même à 13 heures de route pour moi, ou sinon, on devrait tous prendre un avion. Et je ne serai pas sur place pour le promouvoir, ni pour faire toutes les préparations. Vraiment préparer les choses de base, et je ne parle pas des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, ce genre de choses. Mais aller dans le bâtiment et vérifier que tout fonctionne bien et que tout est bien à la bonne place. Et ça la veille, et surtout aussi faire toute la promotion locale. Et être certain que quand on arrive dans le bâtiment, eh bien, tout soit déjà prêt et on peut y aller. Donc mon but, ça serait d'arriver à faire ça et de m'associer aussi avec plus de monde. Pour être honnête, en fait, je voudrais faire de la CZW quelque chose d'unique. Je voudrais vraiment faire quelque chose de spécial. Je voudrais qu'on se dise « Waouh, c'était génial » et que j'ai ce sentiment en fait, de la chose accomplie et réussie. C'est comme le match de Atsushi Onita. Ce mec n'avait plus mis de pied aux États-Unis depuis plus de 30 ans. C'est une très grosse star, notamment à la FMW. Et il n'avait plus mis un pied aux États-Unis. Et j'ai fait en sorte que ça se réalise. Ça avait été tenté dans le passé sans succès, mais là, je l'ai fait. Et ça, je peux me dire que c'était cool et je peux y repenser avec le sourire. Et je voudrais qu'on soit différent et avoir autant de succès qu'on pourrait l'avoir. Dans 10 ans, bon, je ne catcherai sûrement plus. J'aurai déjà dans les 50 ans et je voudrais pas faire comme Ric Flair. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Également, mon but dans les 5 ans à venir, eh ben, ça serait d'enseigner à d'autres personnes. Et pas forcément apprendre à faire des prises, j'en ai rien à faire de comment on peut faire, etc. Les jeunes ont besoin de ça, oui, ça c'est vrai. Ils ont besoin de savoir comment faire ça proprement. Mais c'est comme si on doit revenir sur le stage là actuellement. Vince, lui, sur le ring, il est très très bon. Mais il doit avoir une meilleure mentalité, une meilleure vision afin de donner plus d'émotion au public. Les faire croire en lui. Et leur faire donner envie de s'identifier à lui en tant que personnage. Et comprendre ce qu'il rapporte de l'argent. Les prises ne rapportent pas de l'argent. Par contre, faire en sorte que le public croit en toi, ça rapporte de l'argent. Et faire en sorte qu'il porte de l'intérêt pour toi, ça aussi, ça rapporte de l'argent. Et après, vendre ton image à travers du merchandising. Et maintenant, c'est à lui d'accomplir ses objectifs. Et aussi, j'ai entendu que tout le monde dit ici en France que le catch, c'est du fake. Et j'ai entendu ça de pas mal de monde ici. Il n'y a rien de fake. Son job à lui, c'est d'être le champion. Et votre rôle, c'est de changer la perception qu'on a de tout ça. Et moi, je voudrais bien lui apprendre comment faire tout ça. Et tout ça, ce sont des petites choses. Et mon but, ça serait de lui apprendre tout ça. Mon but, ça serait ça. Je voudrais mouler, construire et développer des stars et des nouvelles choses également. C'est ce qui m'intéresse le plus à l'heure actuelle. Parce que j'ai conscience qu'en mars, par exemple, j'aurai 40 ans déjà. Je ne pensais pas déjà catcher si longtemps, parce que déjà, je pensais que mon corps ne tiendrait pas tout ce temps. Et en plus, je ne pensais pas que ma femme me laisserait faire non plus. Mais ne croyez pas en tout cas que je fais tout ça juste pour l'argent. L'argent, c'est bien, ok, mais c'est bon, j'ai ce qu'il faut, quoi. Si je fais tout ça, c'est surtout parce que j'aime ça et parce que je veux faire quelque chose de spécial. Selon toi, quels sont les nouveaux pays émergents pour l'avenir du catch?
Et éventuellement, est-ce que la France aurait une place là-dedans? La France, elle est vraiment en retard. Je pense que jusqu'à maintenant, on a parlé d'un seul catcheur qui est connu ici, et c'est Tristan Archer. Je pense que tout le monde le connaît ici, sûrement à cause de la WWE. Mais il n'y a pas eu énormément de monde ici qui a été mis en avant. Personne ne vous connaît. Mais en ce moment, le meilleur endroit qu'il y a au monde, c'est l'Angleterre. C'est là où il se passe énormément de choses. Il y a un tas de compagnies qui viennent un peu de nulle part. Et ils vous sortent des gars comme Tyler Bate, Pete Dunne, Trent Seven, Jimmy Havoc. Et là-bas, ils arrivent à progresser et à être mis sur le devant de la scène. Vous voyez, tous ces gars-là, je les connais déjà depuis plus de 10 ans. Et je les ai déjà tous affrontés d'ailleurs. Et en ce moment, il y a vraiment des choses énormes qui se font là-bas. L'Angleterre est vraiment en plein essor en ce moment. Et je pense également que le Japon, ça devient une destination importante. Et l'Amérique, elle va toujours rester fidèle à elle-même, ça a toujours été quelque chose de gros là-bas, comme le Japon aussi. Et je pense que maintenant, les pays où il y a quelque chose d'unique à faire, ça sera les pays un peu plus petits dans le catch. Ça sera dans des endroits où il n'avait jamais eu de catch auparavant. La Chine, l'Inde. Il y a un gros marché. Et la WWE ainsi que moi-même, car j'ai également un accord avec la Chine, nous sommes en train d'investir car ça représente tellement de personnes. Et tout le monde est à la recherche de nouveaux trucs. La France, je pense qu'elle pourrait en faire partie. Il y a éventuellement un marché à se faire. Mais c'est un peu comme toi, par exemple. Toi, tu es un visionnaire. Tu vois les choses différemment. En fait, non, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu as juste à avoir un travail comme les autres et faire ton argent comme ça. Non, en fait, tu pourrais faire ça. Mais en fait, non, à la place, tu as pris ton argent et tu as essayé de construire tout ça. Et quand tout ça, ça sera mieux perçu et connu et que les gens et élèves potentiels auront une meilleure mentalité, la France connaîtra un essor. Car ils ont besoin de divertissement ici plus qu'autre part. Ils ont besoin de tout ça ici. Et je pense à vous ici, plus spécifiquement en France. Puisqu'on en parle depuis tout à l'heure, j'ai demandé à plusieurs élèves que j'ai entraînés tout à l'heure, pourquoi vous écoutez autant de musique qui viennent des USA et d'Angleterre? Vince, par exemple, toi là-bas, ton t-shirt, ça vient d'une compagnie qui est américaine. Il n'y a rien en français sur ce t-shirt. Zéro, tout est en anglais. On doit bien comprendre que si on se penche sur le cas de ici, en France, c'est un endroit où vous commencez à raconter quelque chose aux gens et ils le croient. Vous pouvez arriver devant quelqu'un et lui dire « Yo, ce gars-là, il défonce tout et il vient de France et il s'appelle Kenny Omega, par exemple, je sais pas. » Il n'y aura pas plus de réaction que ça. Et par contre, maintenant, vous prenez le même gars et il vient des États-Unis et c'est un gros spot, soi-disant, comme le Japon, par exemple. Et là, il y aura de la réaction. Et pour revenir à Kenny Omega, pourtant, moi, ça fait des années que je le connais. Il a été au Japon et depuis, c'est devenu une énorme star. Et pourtant, j'ai catché ce gars devant 50 personnes. Maintenant, il fait le main event du Tokyo Dome. Il a été là-bas et ça a tout de suite pris. Et tout ça, c'est lié. Et comme je disais à Vince, maintenant c'est le moment. Il a bossé pour en arriver là et maintenant il doit partir pour tenter sa chance. Il n'y a pas énormément de gars d'ailleurs comme lui. Et d'ailleurs, comparé aux autres étudiants, coupez-moi si je vais trop loin, mais à côté de lui, aucun n'a la condition physique. Zéro. Aucun. Et pourtant, quand on me regarde, on pourrait dire que je ne suis pas le meilleur pour parler de conditions physiques. Mais n'importe lequel pourrait venir s'entraîner avec moi et il verra. Et pourtant, là, des gens ont fait les choses basiques, des choses simples, selon moi. Et pour certains d'entre eux, c'est déjà quelque chose d'avancé. C'est vraiment simple à mon niveau. Et je ne pourrais pas proposer les choses que je voudrais vraiment faire. Parce que si l'on regarde justement les entraînements que je leur propose actuellement, j'essaie de construire quelque chose pour arriver de sorte à ce qu'ils fassent un petit match. Ça, ils ne le voient pas encore pour l'instant. Là, je leur fais faire quelques enchaînements de chain, des trucs simples et basiques qu'ils vont pouvoir réutiliser à chaque fois. Je leur montre également comment faire des beaux tombés, où on aura vraiment l'impression de croire qu'ils ont vraiment battu le gars. Et je leur apprends également des enchaînements de strike qui semblent vraiment réels. Et quand je leur demande de faire des enchaînements basiques comme sauter au-dessus d'un mec, je vois qu'ils n'ont pas la condition physique. Là, comme par exemple, on est ici, et tous les étudiants, sauf un, sont ici. Ils pourraient aller à la salle. C'est leur choix. Ou comme aussi, par exemple, je vois des gars qui mangent 10 donuts. C'est pas sain comme nourriture. Comme lui, le traducteur, là, par exemple. À midi, il a mangé du poulet, moi également. En fait, ça montre bien jusqu'à quel point on en veut. Et quand je regarde Vince, je vois bien qu'il en veut.
Tout ce qu'il fait en dehors des entraînements depuis que je suis ici, c'est regarder du catch sur son téléphone une fois qu'on a terminé. Et à chaque fois qu'il remarque un truc intéressant, il me pose des questions. Alors il me demande, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Et moi je lui dis, mais me demande pas, fais-le. Et s'il me dit par exemple, je voudrais aller aux États-Unis, et par exemple, je pourrais venir en avril, eh bien je lui répondrai, génial, quel jour? C'est ce que je lui dirai. Et s'il me dit par exemple le 1er avril et que ça tombe pendant la WrestleMania Week, eh ben c'est ok. Et ça sera avec plaisir. Et même si tu payes ton avion et que tu fais des sacrifices et que tu te bats et que tu te bats et que tu te bats pour avoir une opportunité, qui peut peut-être arriver, eh bien tu auras donné le mieux de ce que tu pouvais faire. Et je pense que c'est ce que la France peut apporter. Mais vous avez cruellement besoin d'autres gars comme lui. Depuis que je suis ici, j'ai échangé avec pas mal de monde. Et moi, par exemple, je comprends que toi, tu es promoteur et que tu essayes de concevoir quelque chose de différent. Mais tous les gens ne le voient pas de la même façon. C'est comme Tristan, par exemple. Il est venu catcher récemment à Hollywood. Et c'est là-bas la première fois que je l'ai rencontré. Et il a payé son vol vers Los Angeles. C'est pas eux qui l'ont fait pour lui. Et ça pour être à la télévision et acquérir de l'expérience. Et en tout et pour tout, ça ne lui a pas ramené forcément grand-chose. Sa paye n'a pas été énorme. Et pourtant, c'était un mec qui était au CWC. Un de mes élèves travaille sur le circuit indie. Il a fait également la Monster Factory. La WWE l'a même déjà approché. Il fait les Dojo Wars chaque semaine, gratuitement. Je ne paye aucun dégât. Et on ne fait pas d'argent sur les Dojo Wars. C'est juste $5, tout juste assez pour payer la facture d'électricité. Il fait ça gratuitement, et pourtant c'était un mec qui a fait également le CWC, comme Tristan. Et pourtant il fait ça également pour l'expérience, et également essayer d'obtenir cette opportunité. Pour devenir, eh bien, John Cena, ou pour devenir Cesaro, par exemple. Maybe a last word in French, maybe. Un dernier mot en français? Moi je connais pas énormément de mots, moi, en français. Bonjour. I know bonjour. Je sais bonjour car je l'ai appris dans les films de Disney. Puis j'ai été bercé avec ça, et ma femme adore ça aussi. Et depuis que je suis ici, à chaque fois que je entends ça, ça me rappelle justement les films. Et je entends cet air. Bonjour, bonjour. Et ça me reste en tête toute la journée, et je l'entends tous les matins quand je me lève, tout le monde me le dit, et je suis encore comme ça. Bon, mais si par contre je devais dire un dernier mot à tous les fans français, c'est qu'ils devraient se réveiller et ouvrir un peu plus les yeux. Je pense que le plus gros défi que j'ai pu entendre, et ça m'offense vraiment, ça m'énerve même, c'est qu'ils ne croient pas que ce qu'on fait est réel. Et si tu ne crois pas que c'est réel, regarde bien cette cicatrice sur mon visage. Tu peux encore en voir une autre ici. J'ai eu 15 commotions cérébrales. Lui aussi, son dos est complètement foutu. Moi, c'est pareil, d'ailleurs, tu peux toujours me voir que je me tiens de cette façon. J'ai constamment des douleurs. Et ça, c'est aussi réel que ça en a l'air. On met notre corps en jeu chaque jour. Alors ouais, effectivement, il y a le côté storyline avec les histoires et blablabla. Mais mon dernier mot, ça serait... Venez samedi, venez voir ce que des gars comme moi peuvent faire. Et vous y croirez. Venez nous voir, ramenez vos amis, votre famille. Et si vous êtes vraiment fan de catch, que vous soyez fan de CA ou d'Aya ou peu importe, et que vous avez des amis qui vous disent « Ah, vas-y, c'est fake ce que tu regardes », eh ben ramenez-les. Faites en sorte qu'ils viennent. Venez au show, regardez mon match et venez me dire après en face que c'est du fake. Faites-le, franchement. Car si vous y croyez vraiment à tout ça, vous ne le direz jamais. Tout ce que vous direz en sortant, c'est que « Waouh, putain, c'était énorme ». Et je veux y croire à ça. Et je voudrais bien que tous les gens qui sont à la maison, là, et ben après, ils se disent aussi que ce n'est pas du fake. Et s'ils pensent toujours l'inverse, et s'il y en a qui croient toujours que c'est du fake, eh bien venez vous entraîner avec ce gars. Ou venez même à un stage avec moi, et vous verrez combien de temps vous tenez. Il y a toujours des gens qui abandonnent. Par exemple, ça fait 2 jours là qu'on fait des entraînements, et il y en a déjà qui ont abandonné parce qu'ils n'ont pas la capacité pour y arriver. Il y a des gars ici qui sont fatigués, qui sont à bout de souffle car ils sont exténués, et pourtant j'y vais pas dur. On reste dans les bases, alors vous devriez venir tester ça. Donc voilà, et si vous êtes un fan et que vous avez apprécié le show, eh ben n'hésitez pas à continuer à nous supporter. On continuera toujours à vous donner le mieux de ce qu'on est capable de faire pour vous rendre heureux. Et puis achetez notre merch. Achetez des t-shirts. Thank you, DJ. No, thank you.